Les mercenaires sont aujourd'hui célèbres pour leur activité en Afrique ou en Ukraine. Mais leur activité est en réalité très ancienne. Le mercenariat existe depuis plus de 2000 ans. Des soldats celtes se battant pour Carthage, aux combattants de Wagner ou de Blackwater, tous sont animés par la même motivation, l'argent. Les armées que nous connaissons aujourd'hui sont souvent professionnelles et capables d'accomplir un grand nombre de missions. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il est extrêmement difficile pour une armée d'avoir à sa disposition des spécialistes de tous les secteurs. C'était le cas au Moyen Âge lorsque la France faisait appel à des arbalétriers génois. Et c'est encore le cas aujourd'hui lorsque l'Arabie Saoudite fait appel à des combattants privés pour renforcer ses troupes. Mais pourquoi faire appel à des mercenaires? Ces hommes coûtent cher, leur loyauté est incertaine, et leur utilisation est mal vue. Pourquoi faire appel à eux plutôt qu'à des soldats de l'armée régulière? Plusieurs raisons le justifient. En cas de manque de spécialistes dans un secteur précis, en cas de besoin rapide de troupes aguerries, en cas de doute sur la fidélité de l'armée régulière, ou en cas de risque d'entacher l'image de l'armée, ou les relations diplomatiques, par un déploiement militaire officiel. Les mercenaires permettent donc d'ajouter de la souplesse à l'organisation militaire en ubérisant le milieu de la défense. Cependant, un constat universel s'impose depuis l'Antiquité. Faire appel à des mercenaires n'est sur le long terme presque jamais un acte profitable. Nicolas Machiavel, par exemple, les décrit comme des pilleurs en temps de paix et des déserteurs en temps de guerre. Un homme se battant pour l'argent n'a que faire de la vie des civils, et les voit souvent comme un butin supplémentaire. Il est donc difficile de garder des mercenaires en temps de paix. D'autant que la présence d'hommes armés, organisés et aguerris peut être un risque pour la stabilité d'un gouvernement. Il est d'ailleurs déjà arrivé que des mercenaires changent de camp au cours d'une guerre, voire même au cours d'une bataille, contre la promesse d'une meilleure rémunération. Mais pourquoi le mercenariat est-il toujours si risqué? Tout d'abord, la loyauté des combattants est variable. Un soldat de l'armée régulière peut supporter des manques, surtout si c'est un volontaire. Mais un mercenaire fait commerce de sa vie. Il n'a donc aucun intérêt à se mettre en danger si la situation s'envenime trop. Ensuite, un mercenaire peut se rebeller au pire moment pour exiger une meilleure rémunération ou d'autres avantages. Carthage a par exemple connu une guerre contre ses propres mercenaires. Ensuite, le fait de déléguer la défense de son pays au secteur privé est d'une certaine manière un signe de faiblesse. Le fait d'avouer publiquement que l'armée n'est pas en mesure d'effectuer certaines tâches peut pousser les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur à attaquer tant que le gouvernement ne peut pas répondre. Et pour finir, il est quasiment impossible de juger les mercenaires en cas de crime de guerre. Prenons un exemple fictif. Une société chinoise peut employer des combattants russes pour opérer dans l'espace maritime de l'Australie afin de combattre des ennemis indonésiens pour le compte de l'Inde. Quelle législation doit s'appliquer? Cette question est si complexe qu'il faut souvent des années pour y répondre, lorsque les faits sont déjà prescrits. Il est beaucoup plus simple d'agir lorsque les belligérants sont clairement identifiés et appartiennent à des armées officielles et reconnues de tous. Dans le cas de Wagner, le jugement est facilité par la décision des pays occidentaux de classer la milice comme une organisation terroriste. Mais la question du mercenariat n'est pas qu'un problème de pays pauvres ou de pays du Sud. Les États-Unis ont massivement fait appel aux mercenaires de Blackwater pour assurer certaines missions logistiques ou de formation. Et ce avec les mêmes déboires et les mêmes polémiques qui entourent aujourd'hui Wagner ou d'autres milices similaires. Le plus gros changement dans le travail du mercenaire réside dans son exposition au feu. Autrefois, les mercenaires suisses, les lansquenets allemands, les arbalétriers génois, les soldats celtes ou de tout autre peuple étaient utilisés comme n'importe quelle autre troupe. Il était possible de les envoyer au milieu d'une bataille rangée. Aujourd'hui, ces pratiques se sont raréfiées. Le mercenaire est davantage un support qu'un pilier de la stratégie. Une stratégie d'entreprise fréquente est d'externaliser les missions à faible valeur ajoutée. Le marché de la défense ne fait pas exception. Il est parfaitement possible de faire appel au secteur privé de manière limitée pour certaines tâches précises. Mais comme pour le monde de l'entreprise, la stratégie d'intégration verticale, c'est-à-dire de rachat des sous-traitants, est plus efficace pour maintenir le contrôle de la qualité et éviter les pratiques douteuses. La dernière utilité des mercenaires réside dans le fait de ménager l'opinion publique. Si un soldat meurt, c'est un drame, mais si un mercenaire meurt, c'est très souvent un fait divers.
Si l'armée privée remporte une victoire, l'armée régulière peut se l'approprier. Et en cas de défaite, il est possible de nier tout lien avec le sous-traitant. L'utilisation de mercenaires est donc toujours risquée, mais elle n'est pas toujours un échec. Leur utilisation est réglementée, mais soulève d'autres questions. Le problème du mercenariat est le même que celui de la prostitution. Un drame permanent, une hypocrisie moderne, mais un métier intemporel. Les mêmes questions se posent alors. Faut-il légaliser l'activité? Faut-il pénaliser le client? Faut-il au contraire laisser le marché se réguler lui-même? L'avenir nous le dira. Pensez à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour me soutenir.